Salut à toutes et à tous, vous regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner. Une proposition plus axée sur l'actualité quotidienne, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale diffusée tous les matins du lundi au vendredi à 8h sur le média 24/7. Retrouvez également le journal des luttes du lundi au vendredi à 13h. Toujours sur le média 24/7, au cœur de l'actu, notre émission d'actualité du soir. Et évidemment, sur notre chaîne principale, vous avez toujours rendez-vous avec vos chroniqueurs et journalistes habituels. En plus du récap, un bulletin d'infos concis et dense animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Voilà, on passe tout de suite à ce nouveau numéro de l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, cher Fabrice. Alors, on démarre comme habituellement avec les tops et les flops, mais avant tout, ton sacro-saint préambule. Oui, le petit préambule, il n'est pas long du tout. Je voudrais saluer, parce que voilà, il faut qu'on soit quand même confraternel. On est assez incisif parfois, notamment dans les flops, et puis les tops paradoxaux. Là, on va être un peu confraternel, et puis on va saluer un nouveau chroniqueur de notre ami Papounet, Pascal Praud, qui, waouh quoi, à peine il a démarré, il a complètement compris les codes de CNews et de Bololand, et il s'est intégré de manière extraordinaire. Je vous laisse regarder et écouter. Il y a une journaliste du service public posée, en l'occurrence à Sarac d'Info, une question: est-ce que le ministre de l'Intérieur est islamophobe? Est-ce qu'il est raciste? Est-ce que ça vous choque? Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est le service public du militantisme. Et du pire du militantisme, qui relaie d'ailleurs les accusations, les manips, la récupération, l'instrumentalisation de l'extrême gauche, des insoumis. Bien sûr que ça m'a choqué. Bien sûr. Mais profondément choquant. Mais est-ce que vous diriez, par exemple, le service public? Est-ce que vous diriez, par exemple, que France Inter est une antenne militante? Elle est, en tout cas, cette journaliste, quand elle pose cette question, en l'assumant d'ailleurs, en posant un point d'interrogation, c'est du militantisme. Évidemment que c'est du militantisme. Ouais, quoi. Carrément le ministre de l'Intérieur. Alors, je trouve extraordinaire qu'il soit à ce point-là fondu dans le moule et qu'il réponde, mais vraiment comme répond. Alors, vous pouvez me faire confiance, je regarde quelques heures par semaine. Il répond exactement comme répondent les plus réacs, les plus improbables des chroniqueurs de CNews. Il a trouvé son rôle. Bruno Retailleau est complètement dans son rôle. Je ne sais pas exactement si c'est digne d'un ministre de la République, d'un ministre d'État, en pleine période un peu trouble quand même, par rapport, et troublée par rapport à ce qui s'est passé notamment dans le Gard. Je trouve ça absolument extraordinaire qu'il puisse avoir une telle tribune et qu'il accepte d'aller jouer ce rôle de chroniqueur et d'essayiste, enfin on appelle ça comme on veut, sur ce plateau dont acte on enregistre. L'autre préambule, alors il va être juste quand on pointe effectivement les dérapages, les fautes professionnelles, notamment les fautes déontologiques et autres. Il y a ça, et puis il y a les erreurs. Et j'insiste un tout petit peu parce que il y a une consoeur sur qui des dizaines, des centaines d'internautes sont tombés vraiment de manière, je trouve, peu indulgente, parce qu'elle a juste commis une erreur, vraiment une toute petite erreur. Je vous laisse écouter. Je pense que vous allez entendre de quoi il s'agit. Alors cette unité qui combattrait aux côtés des forces russes, vous avez entendu son nom, Normandie-Niemen. Avant d'expliquer de qui il s'agit, pourquoi Normandie-Niemen, qu'est-ce que cela signifie? C'est le nom d'une unité célèbre de l'armée de l'air française qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une unité de chasse, donc avec des pilotes de l'air français qui utilisaient donc à l'époque des Mirages pour combattre sur le front de l'Est aux côtés de l'armée soviétique. C'est un cas presque unique de force occidentale. Donc je ne vais pas citer son nom parce que le but, c'est pas justement de la protéger un peu, mais elle parle de pilotes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, pilotaient des Mirages. Évidemment que les Mirages n'existaient pas, mais on pourrait faire, toi et moi, j'imagine, la même erreur. À la place de dire chasseur ou avion de chasse, dire Mirage. Honnêtement, c'est pas méchant. À quelques lettres près. Exactement, si on fait un bugle, ça, on peut retrouver le même mot. Non, franchement, il faut savoir être indulgent et ne pas systématiquement aller chercher une espèce alors, ils parlent d'inculture crasse, de je sais pas quoi. Non, là, c'est une simple erreur et franchement, j'aurais très bien pu la commettre et donc j'apporte mon soutien à cette consoeur qui en a pris un peu trop, je trouve, par rapport à cette petite erreur qui est quand même un tout petit peu insignifiante. Allez, on passe au top et au flop.
Et pour commencer, les tops, et tu nous amènes sur le plateau de i24 News. Oui, un top popcorn. Alors, on va inaugurer une nouvelle rubrique, une sous-rubrique. C'est notre ami Gonladel, donc le fameux avocat de l'extrême droite française et le porte-parole de l'extrême droite israélienne. Il va s'en prendre à ses camarades, a priori, de Nous Vivrons. Vous savez, l'assaut qui traite notamment nos amis et nos camarades juifs de Tzedek d'antisémites. Parce que moi, je l'ai vécu en direct au cours d'un colloque. Ils étaient venus perturber cette réunion, ce colloque. Et là, ils sont venus perturber une réunion des camarades donc de Gonladel, des camarades du Rassemblement national. Alors c'est assez drôle parce que je parle de popcorn. Alors, vous savez, popcorn, c'est une expression qu'on emploie sur les réseaux sociaux pour dire qu'en gros, 2 de vos ennemis se tapent sur la tronche. Et là, c'est exactement le cas. Je vous laisse écouter. Je trouve que c'est une initiative d'une très très rare stupidité. Il se trouve que en France, nous ne souffrons pas d'une pénurie d'adversaires. Nous avons affaire à un parti antisémite d'extrême gauche, très violent, qui est en train de mettre le feu au pays et notamment à la communauté juive de France. Qui n'est pas condamné pour antisémitisme. Pardon ? Pour l'instant, qui n'est pas condamné pour antisémitisme. Je dis que c'est un parti antisémite. Je le dis. Et d'ailleurs, je vous renvoie, vous savez, je vous renvoie à 2 livres qui viennent de paraître. Un livre qui montre la profondeur de l'antisémitisme d'extrême gauche d'aujourd'hui. Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'il aurait très bien pu jouer sur un registre genre démago, je sais pas quoi. Non, il leur en veut vraiment à mort. C'est comme une trahison, en fait. C'est pour ça que qu'on parle de popcorn, parce qu'ils sont complètement, il est complètement perdu, le pauvre Gonladel. Il perd ses repères, et j'espère que ça ne se reproduira pas avec, par exemple, je sais pas moi, des zémoristes ou des zémouriens qui viendraient perturber une émission de CNews. C'est pas à l'ordre du jour. Sarkozy a été dans l'actualité ces derniers jours, mais pas celui auquel on pense. C'est l'objet de l'un de tes tops. Alors, on y pense quand même de plus en plus au petit père Louis. Il a été invité donc dans quelle époque ? Donc l'une des émissions que je qualifie régulièrement de TPMP pour Bobo. Et là, ils vont à la fois inviter. Alors, ils vont inviter 2 fils à papa. Vous voyez, je fais des efforts, j'emploie pas le terme fin de race. Ils vont inviter Louis Sarkozy et Nicolas Bedos. Nicolas Bedos qui a quand même été condamné, et Louis Sarkozy qui est un fils à papa qui a vécu, qui a fait des études, qui est parti aux États-Unis avec de l'argent dont on peut éventuellement se poser la question des origines diverses et variées, et qui a un papa qui a été condamné et qui a un bracelet électronique au pied. Eh bien, il va y avoir une séquence qu'on va regarder, c'est extrait par Maud Destangal. On va regarder cet extrait. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur ? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur ? Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de sourire. Donc, on vient de voir Paul de Saint-Cernin. Donc, Paul de Saint-Cernin, il joue le rôle du sniper. C'est comme dans les années 90, c'était comme ça dans les émissions de Fogiel et compagnie. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de sortir des vannes. Voilà, c'est ça. Et là, il a plutôt fait mouche. Ça a pas mal tourné. Sauf que toute la fachosphère d'un côté, les Vauquier, et puis sur les plateaux de CNews et compagnie, mais je vais vous l'épargner parce que c'est un petit peu long et un petit peu lourd, vont dire c'est scandaleux, on n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un comme ça par rapport à son père et ainsi de suite. Sauf que si, et c'est justement Pierre Rondeau qui va nous l'expliquer sur le plateau d'Estelle Midi. Je vous laisse écouter. Personnellement, je le trouvais très drôle, il était très bon durant toute l'émission, notamment avec Nicolas Bedos. Là, il a dérapé. Peu importe. Mais il a le droit de déraper. Il a cette liberté. Chacun de nous peut juger le niveau de la blague. On a rigolé ou pas rigolé, peu importe. Il a cette liberté. Point. Il n'y a même pas à débattre trop loin, drôle ou gênant, peu importe. Un humoriste, si en théorie, on a tous été Charlie en 2015, un humoriste a le droit de dire ce qu'il veut. Point final. Après, certains disent aller taper sur sa famille. Mais voilà. Est-ce que c'est pas un peu gênant, voilà. Mais comme l'a dit Pierre Éclou, Louis Sarkozy aurait pu dire. Et alors, et aussi, il s'expose. Et il va pas arrêter de vivre parce que c'est le fils de Nicolas Sarkozy. Il ne s'est pas arrêté de vivre. Il est loin d'arrêter de vivre. Simplement, Louis Sarkozy, il s'expose, c'est le fils de Nicolas Sarkozy, et jusqu'à preuve du contraire, Nicolas Sarkozy a été condamné. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas à dire le pauvre Nicolas Sarkozy. Quand Paul de Saint-Cernin dit ton père c'est un voleur, c'est un constat. Voilà, c'est tout. C'est tout. Un constat. Oui, mais après, Nicolas Sarkozy porte actuellement un bracelet électronique. Il n'y a pas à être outré, à être choqué, à être gêné.
Paul de Saint-Sernin a constaté une vérité. Voilà, je trouve que ça fait du bien de temps en temps d'avoir comme ça des explications un peu sérieuses et puis un peu posées pour expliquer que arrêtez à vos cris d'orfraie. Oui, il a eu raison de faire ça. Oui, il peut y avoir un esprit Charlie et qui n'est pas à géométrie variable et qu'il a joué son rôle d'amuseur public en sortant une vanne très gentille par rapport à la gravité de ce qui est reproché à son papa. I24 News à nouveau qui décidément ose tout. Là, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que il se passe en ce moment beaucoup de choses dans cette région moyenne-orientale ou proche-orientale. Il va y avoir des frappes à propos de la situation des Druzes en Syrie. Alors, on pourrait dire que c'est quelque chose d'absolument positif, que c'est bien qu'Israël vienne en secours et vienne faire des frappes de nouveau en plus des autres fronts. Sauf que là, ils vont avoir un intervenant, un lieutenant-colonel, qui va expliquer, tenez-vous bien, je vous laisse écouter, c'est extraordinaire. D'où vient cette idée de vouloir aider ses voisins syriens ? C'est quelque chose que j'ai compris déjà à l'époque. En fin de compte, il fallait comprendre qu'un État juif, avec des gens qui ont survécu et à la Shoah, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et ignorer que sur notre frontière, les gens sont tués. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Druzes. À l'époque, c'était la population sunnite et l'État d'Israël a choisi d'ouvrir ses portes à cette population sunnite entre 2013 et 2018 pour leur tendre la main et les aider. Cher Fabrice, vous avez bien entendu, j'ouvre les guillemets, un peuple qui a survécu à l'horreur de la Shoah ne peut rester indifférent quand des gens sont tués aux portes de son pays. Fermez les guillemets. C'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est de la provocation ou tu penses qu'il le pense sincèrement ? Étant donné le passif avec cette chaîne, je pense que c'était préparé d'avance. Alors le prochain top, c'est un top paradoxal qui concerne encore une fois I24 News. Et oui, avec toujours ce même logiciel, ils vont s'interroger sur le plateau très tranquillement, ils vont donner la parole, ou relayer plutôt la parole de la population israélienne sur une question simple. Peut-on ou pas, alors que ça fait, je crois, une trentaine d'années, on va l'écouter, mais ça fait très longtemps que la peine de mort n'a pas été effectivement appliquée en Israël, doit-on l'appliquer ou pas par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre ? Je vous laisse écouter, puis on en reparle juste après. Selon les principaux procureurs israéliens qui sont cités par le Sun, eh bien, les terroristes du Hamas pourraient donc être exécutés en raison de la nature, de l'extrême gravité des crimes qui ont été commis, parce que certains experts estiment en fait qu'Israël ne serait désormais plus préoccupé par les pressions internationales dans ce domaine. Alors il y a un élément également important à noter, vous l'avez mentionné, c'est que ce serait la première fois que la peine de mort serait appliquée en plus de 60 ans en Israël. La dernière fois, donc, c'était celle du criminel nazi Adolf Eichmann. Il avait été pendu le 1er juin 1962. Donc la question, alors qu'on est en plein génocide et déportation de population, c'est de savoir si oui ou non, comme s'il y avait une espèce de conscience vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la peine de mort, alors qu'elle est appliquée à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de civils depuis plusieurs mois. Je trouve cette question complètement indécente. Et ils sont dans un déni qui me fait un peu flipper, parce que je me dis qu'à partir du moment où ils sont dans ce déni, ils ne mesurent pas l'importance de ce qui se passe à Gaza et que ça va continuer comme ça, dedans qu'il y a eu des déclarations, notamment de plusieurs ministres, sur le fait qu'il faut en terminer avec Gaza, raser Gaza et déporter définitivement l'ensemble de la population gazaoui. Donc l'intérêt de se mobiliser en ce moment, en cette période-là, me semble complètement d'une utilité quasi publique. Alors le député PS Jérôme Guedj a été dans l'actualité cette semaine après les événements du 1er mai. Cette fois-ci, ce sont des personnalités de droite et d'extrême droite qui trouvent qu'il est mieux accueilli sur CNews que dans les manifs. Alors, on va au microscope, donc dans la seconde partie de l'émission, on va reparler évidemment des événements du 1er mai. Oui. C'est Geoffroy Lejeune, donc l'ancien de Valeurs Actuelles, qui a été débarqué et qui maintenant dirige le JDD avec les mêmes visions, les mêmes visions sociétales et politiques, qui va parler de Guedj et qui va l'embrasser, le cajoler en lui expliquant
expliquant qu'effectivement, il est mieux accueilli chez CNews que dans les manifs dites de gauche. Je vous laisse écouter. Bien sûr, il y a une euphémisation du phénomène chez lui, chez tous les gens de la gauche, entre guillemets, normale, ceux avec qui on peut discuter. Ils ont du mal à se détacher des éléments les plus radicaux de leur camp. En revanche, il faut se mettre à sa place une seconde, il faut avoir un peu d'empathie pour ce qu'a vécu Jérôme Gage aujourd'hui. Il est en train de réaliser qu'il est mieux accueilli à CNews que dans la manifestation du 1er mai. Pour lui, c'est pas évident. Il n'avait pas anticipé ça dans sa vie, en fait. Donc, non, mais c'est vrai, il a été viré d'une manif il y a quelques temps. Je l'ai écouté ce matin. Sonia Mabrouk a été très courtoise avec lui. Elle lui a posé les questions qu'il fallait lui poser. Et ensuite, il va l'après-midi retrouver ses camarades alors qu'il était chez les méchants quelques heures avant. Et c'est là qu'il se fait virer. Je crois que c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Enfin, en tout cas, il est embrassé par Geoffroy Lejeune. C'est pas vraiment un gage de gauchitude pour ce pauvre Jérôme Gage. Non, effectivement. La manif du 1er mai qui, décidément, a beaucoup créé des émules. Oui, alors notamment Michael Zerman, je le connais pas du tout. J'ai déjà croisé, mais c'est un conseiller municipal. Alors ça m'a toujours fait marrer. Ils font venir des gens parfois. On se demande est-ce qu'ils vont inviter tous les conseillers municipaux d'Île-de-France, ils doivent être quelques milliers. Non, ils ont choisi celui-ci, Michael Zerman, qui va raconter une histoire, un espèce de storytelling où il va fantasmer ses 1er mai passés en terrasse de restaurants ou de bistrots. Alors j'imagine cachère. Et voilà ce qu'il y a entendu. Je vous laisse écouter. Et je pense aussi que vous parliez qui dénature le message du 1er mai. Chaque 1er mai, chaque année, vous voyez depuis les attentats du 11 septembre, des drapeaux algériens et palestiniens. Quel est le rapport? Moi, chaque 1er mai, il m'arrive parfois d'être en terrasse. Vous savez quoi? Il s'arrête devant le restaurant cachère. Je vous parle de groupes syndiqués organisés. Il s'arrête devant les restaurants cachers et il crie mort à Israël. Quel est le rapport? Chaque année, c'est les mêmes scènes. On voit très peu d'images qui sortent dans les médias, bizarrement. Mais vous allez reproduire, je suis pas devin, mais c'est chaque année le même scénario. Ils s'arrêtent devant les restaurants, ils s'en prennent aux juifs, ils s'en prennent aux policiers. Et chaque année, on a des policiers qui sont blessés. Donc, on vit une période d'insurrection, d'ensauvagement, et c'est toujours la même haine. Alors, j'ai à mon actif, je pense, une trentaine de 1er mai, un peu partout, enfin, essentiellement à Paris. Jamais de la vie, je n'ai entendu ces propos à la fois antisémites, et jamais je n'ai vu de gens en terrasse se faire conspuer, se faire insulter notamment par des militants ou des cadres syndicaux. C'est complètement fou de sortir ce genre de conneries. Alors, c'est fou, comme je le dis à chaque fois, mais ce qui est fou, c'est de ne pas être repris. Et je ne comprends pas qu'ils acceptent encore ces plateaux d'avoir comme ça des mythos qui viennent raconter tout et n'importe quoi. On peut aussi dire qu'on lui a craché dessus, qu'on a dessiné des croix gammées, qu'on a dessiné des étoiles de David. Je veux dire, simplement, s'il y avait eu le moindre propos d'un syndicaliste ou d'une syndicaliste antisémite, vous imaginez bien que tous les médias mille-collines l'auraient filmé, capté, évidemment, au moins le son. Il y aurait des témoignages. Jamais il n'y a eu ça. Michael Zerman, s'il vous plaît, consultez, parce que là, je pense que vous racontez absolument n'importe quoi. Alors, on a beaucoup parlé du meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé. Sur d'autres plateaux, il s'agit plus d'une question de sémantique qui occupe les débats. Oui, c'est un vrai top pour le coup. C'est notre consoeur Astrid de Vilaine qui va se poser un instant et qui, par rapport à l'assassinat d'une violence extraordinaire d'Aboubacar, donc effectivement dans cette fameuse mosquée du Gard, va relever l'indécence de la guerre sémantique autour notamment des questions d'islamophobie et compagnie, et puis des deux poids, deux mesures. Je vous laisse l'écouter, elle est vraiment, je la trouve nourrissante et je la remercie. On voit qu'il y a une sorte de malaise, de gêne. Je pense qu'il y a l'image aussi de ce que vivent au quotidien beaucoup de nos compatriotes musulmans. Je crois que les derniers chiffres disent que un Français musulman sur 2 a connu une discrimination ou connaît une discrimination dans sa vie. Le fait qu'il y ait une bataille de vocabulaire, je trouve ça très indécent en fait dans la période vu ce qui vient de se passer. Et ça montre qu'il y a encore soit des gens qui veulent pas comprendre ce qui se passe et ce que certains vivent. Et là, on en arrive quand même jusqu'à l'assassinat ou le meurtre. Soit que voilà, on ne connaît pas, on ignore, on ne se fréquente plus en fait. Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup dans la période qu'on vit et qu'il faut absolument dater en fait aux attentats de 2015. C'est ça qui a accentué la fracture. Alors, dans les flops, tu voulais parler aussi du traitement du 1er mai par le Parisien.
Ah oui, alors ça, c'est absolument exceptionnel. C'est le choix iconographique. Alors, si vous voulez, les choix iconographiques, les équipes changent, elles bougent. C'est pas tout. Alors, l'iconographie, donc, c'est le service qui choisit les photos dans les banques de données, soit du Parisien, en l'occurrence, c'est le Parisien, soit d'aller chercher dans les agences de presse des photos pour illustrer un événement. Là, c'est le même jour, à quelques dizaines de minutes près. Donc, c'est la même équipe. Le 1er mai, on imagine bien qu'il n'y a pas 500 iconos dans le service, au service du Parisien. Et donc, ils vont prendre sur un même événement, donc à quelques dizaines de minutes, je le redis, à propos du 1er mai, toujours, dont on va reparler, ils vont prendre 2 photos que je vous laisse regarder. Je ne vais même pas commenter parce que je vous laisse voir la différence de traitement qu'il peut y avoir entre Mélenchon, regardez son visage, et Marine Le Pen, regardez non pas son visage, mais son sourire. C'est troublant. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas volontaire, mais quand même, il y a quelques questions à se poser sur la volonté de ce qu'on veut faire penser, de ce qu'on veut faire passer vis-à-vis du lecteur et surtout de l'électeur. Merci Moumou. On passe à la rubrique Au microscope. Le 1er mai, journée emblématique de lutte sociale, a été ternie cette année par une séquence devenue virale, l'agression verbale de Jérôme Guedj, député PS, par un petit groupe de manifestants. Immédiatement, les accusations d'antisémitisme ont fusé. Pourtant, les images ne montrent ni slogan raciste, ni insultes à connotation religieuse. Alors pourquoi cette charge immédiate? Pourquoi ces amalgames si rapides entre critique politique, colère populaire et haine antisémite dans un contexte de mobilisation massive pour la Palestine où toute remise en cause de la politique israélienne est suspectée d'antisémitisme? Cette affaire en dit long sur les stratégies de disqualification utilisées par certains pour étouffer le débat. On en parle dans cette rubrique Au microscope avec notre invité Jonathan Rufzan du collectif juif décolonial Tzedek. Salut Jonathan. Salut, merci pour l'invitation. Alors, quel regard tu portes sur cette polémique au sujet de Jérôme Guedj? Je pense qu'il y a plusieurs choses à voir derrière. En fait, le premier, c'est un énième cas d'instrumentalisation de l'antisémitisme sur lequel je pense qu'on va revenir un petit peu plus en détail après avec Morad. Le deuxième, c'est de vouloir aussi, pour le coup, isoler les faits en fait, qui ne touchent pas seulement Jérôme Guedj, mais l'ensemble du Parti socialiste. Emma Rafovitch, d'ailleurs membre du PS, a clairement dit que c'est l'ensemble du Parti socialiste qui avait été pris à partie en étant insulté de soutien aux génocidaires, mais plus fréquemment de vendus, de traîtres. Quelque chose qui n'est pas nouveau, en tout cas de la part du mouvement social. Il faut rappeler que le Parti socialiste, ça fait quand même pas super longtemps qu'ils sont de retour dans les manifestations et qu'il y a tout un passif derrière. Et du coup, la troisième chose, c'est justement, pour revenir à l'instrumentalisation, ce qu'on fait derrière le terme de génocidaire, etc. Et quelle vision concrète et réelle de la paix on porte au moment où se déroule un génocide à Gaza. Momo ? Oui, alors merci beaucoup Jonathan d'avoir accepté mon invitation. Alors on va se tutoyer parce que on se connaît depuis un petit quart de siècle et je t'ai eu notamment, je t'ai connu comme stagiaire quand j'étais notamment à la République du Centre, donc le journal local d'Orléans, et j'avais eu le plaisir de t'y croiser et puis depuis on se côtoie de manière assez régulière et donc maintenant je te croise effectivement comme militant de Tzedek. Et alors je voudrais savoir, parce que tout le monde ne connaît pas Tzedek, on parle souvent ici, on parle souvent de Tzedek, mais on parle aussi souvent de l'UJFP, l'Union des Juifs Français pour la Paix. Et quelle est l'arborescence entre les deux mouvements? Alors déjà, pour certaines et certains d'entre nous, on est directement issus de l'Union Juive Française pour la Paix. Je tiens à préciser que c'est une organisation sorte de la nôtre, dont on est issu et dont, pour certaines et certains d'entre nous, on fait toujours partie. C'est mon cas. Je dirais que la première différence qui est frappante, c'est que nous, on est une organisation non mixte, c'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes juives et juifs, au sens large du terme, qui se retrouvent chez Tzedek. Et la deuxième, je dirais qu'on est peut-être un petit peu moins centré sur la question israélo-palestinienne de base, même si là, actuellement, étant donné l'actualité et le fait que l'antisionisme fasse partie de notre colonne vertébrale, c'est un sujet qui revient de manière très prépondérante. Ouais. Et enfin, il y a aussi tout un aspect culturel qu'on essaie de développer chez Tzedek à travers... moi je dirais presque de manière communautaire, à travers notamment
de l'étude de textes de textes hébraïques à travers l'organisation d'un ciné-club, l'organisation d'événements culturels, mais fondamentalement sur la ligne politique, il y a quasiment pas de différence. Alors, merci pour cette précision. Je voulais, Fabrice l'a laissé entendre tout à l'heure. Gage est un révélateur. En fait, l'affaire Gage est un révélateur de la manière dont les questions de judéité sont traitées, notamment au travers des médias français et par les invités, notamment les politiques, qui viennent sur les plateaux pour s'exprimer là-dessus. Et donc là, ça a été très largement débattu. Alors, je fais une toute petite parenthèse, une petite aparté sur l'affaire des drapeaux palestiniens présents à la manifestation. J'allais dire la fête de l'UMA, à la manifestation du 1er mai à Paris. Je tiens à dire, rebelote, je me répète, mais enfin, j'ai un peu d'expérience sur les manifs du 1er mai, il y a toujours eu, et je pense notamment aux camarades du PKK, du parti kurde, des travailleurs kurdes, il y a toujours eu des drapeaux de gens en lutte à travers le monde et qui venaient s'exprimer. Et donc, c'est pas quelque chose... Et d'ailleurs, ça me fait un peu sourire parce que j'entends de nombreux acteurs politiques, notamment au Parti socialiste, qui n'ont jamais foutu les pieds ou alors qui étaient encadrés avec un service d'ordre et qui n'ont jamais vu le cœur de la manifestation du 1er mai, qui viennent tout d'un coup découvrir la Lune et s'exprimer là-dessus. Je ferme la parenthèse. Donc l'affaire Gage, pour moi, oui, est révélatrice. On va regarder un premier extrait, si tu le veux bien, Jonathan, alors ça c'est à vous, donc sur France 5, où on va expliquer qu'il est visé, lui, donc Jérôme Gage, parce que juif, avec aucune preuve, aucun élément, aucune vidéo, aucun son, alors que les autres cadres socialistes ne l'auraient pas été. Ah bon ? Le dimanche d'avant le 1er mai, vous avez dû quitter un rassemblement en hommage à Aboubacar Cissé, le jeune Malien tué dans une mosquée sous les cris de sionistes dégage. Et jeudi dernier, à nouveau, vous avez été ciblé par des manifestants de gauche et d'extrême gauche. Précision importante, tout le monde déteste le PS, c'est un slogan scandé par l'extrême gauche depuis les années Hollande, mais le stand socialiste a été investi par des manifestants antifa, des militants ont été bousculés, il y a eu des tirs de mortier, le PS a porté plainte et plusieurs militants et élus socialistes ont entendu des insultes harrelant, antisémites, salsionistes, génocidaires, etc. Donc, Patrick Cohen va expliquer, il a expliqué dans ce fameux édito que l'antisionisme pour lequel serait visé Jérôme Gage aurait des relents antisémites. Donc, s'il nous renvoie sur le fameux débat, on ne peut pas dire antisioniste si on ne pense pas antisémite, alors qu'il y a quand même une connotation d'antisioniste, si tant est que ça a été prononcé. Il y a une connotation très clairement anticoloniale à minima ou décoloniale dans le meilleur des cas. Comment tu expliques ce travers et d'un coup cette accusation d'antisémitisme alors que rien ne le prouve et que, comme tu l'as très bien dit, et comme tu l'as dit par ailleurs, si ça avait été un autre cadre socialiste sur les mêmes positions politiques, genre Delga ou Hollande, a priori, ils auraient subi le même sort, non ? Pour moi, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, sur le concept même de sionisme, il y a différents types de sionisme, mais le sionisme n'est pas une idéologie politique qui ne touche que les juifs et les juifs. Ça, je pense que c'est important de rappeler, par exemple, que Bolsonaro, Trump ou Macron peuvent très bien être qualifiés de la sorte. La deuxième chose, c'est que nous, l'antisionisme dont on se revendique n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme, puisque c'est une tradition juive qu'on essaye de perpétuer, dans notre cas, dans un projet d'émancipation révolutionnaire de nos judéités contre une idéologie nationaliste qui est coloniale, mais comme on le ferait en fait en combattant d'autres idées qui sont coloniales. Je pense qu'il y a plusieurs choses derrière. Une des premières, c'est la séquence dans laquelle on se trouve, à savoir qu'il y a une gauche de rupture qui a fait le choix de se positionner contre un génocide à Gaza et de manière plus générale contre l'islamophobie, de manière un peu plus limitée contre les OQTF, mais qui se positionne sur une ligne qui est clairement antiraciste au sens politique du terme, et des personnes qui sont un petit peu entre deux, dont font partie Jérôme Gage. D'ailleurs, Jérôme Gage et d'autres, moi je tiens quand même à rappeler un petit peu ses positions. Avant le 7 octobre, c'est quelqu'un qui
ne voulait pas entendre parler de sanctions et de pénalisation des produits illégaux qui émanaient de la Cisjordanie. Un an après le génocide, il nous explique qu'en dépit des désaccords qui, moi, je pense, sont réels entre lui et le rabbin Chaim Corsia, que la plainte de Caron, grosso modo, est antisémite puisqu'elle vise en fait toutes les juives et toutes les juives de France, ce qui est quand même pour moi complètement délirant. Et enfin, plus récemment, lorsqu'il appelle à manifester le 8 mars aux côtés de Nous Vivrons, en passant par le cortège qui bloquait la manifestation, et non seulement le cortège de Nous Vivrons, mais aussi celui des fascistes de Némésis, de manière provocatrice et provocateur. Je pense qu'il n'est pas allé poser des questions à Caroline Yadan sur les propos antisémites qu'ont pu tenir certains macronistes, à savoir réhabiliter des concepts affreux comme l'anti-France. Ça, il me semble que c'est Prisca Thévenot, si je ne dis pas de bêtises, qui l'a cité. Notamment, je ne pense pas qu'il soit allé interroger Gérald Darmanin sur l'écriture de son bouquin qui, en gros, stipule une assimilation forcée à l'encontre des populations musulmanes en se basant sur ce que Napoléon a fait aux Juifs et aux Juifs, ce qui pour moi est une forme d'antisémitisme. Et donc, du coup, il y a quelque chose de non gradué là-dedans, si j'ose dire. Alors justement, Gage, lui, parle, on va revoir un extrait de C'est à vous, il parle d'un antisémitisme qui arrive par la gauche avec un effet de surprise. On va écouter l'extrait et puis je vais te laisser réagir. Évoquer Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui a finalement reconnu qu'il y avait un antisémitisme d'extrême gauche. Et hier, le premier secrétaire du Parti socialiste en a fait de même. Bien sûr qu'il y a l'antisémitisme de gauche. L'antisémitisme, il traverse toutes les classes de la, qui est visible toutes les contre classes de la Jérôme population et qui est parfois visible contre Jérôme Gage, contre Raphaël Glucksmann, contre Emma Rafovitch, contre toutes celles et ceux qui portent un patronyme qui les renvoie à l'idée de leur judéité. Pendant trop longtemps, la gauche française n'a pas voulu voir non plus cet antisémitisme de peur de se diviser. Elle a manqué de lucidité, mais je vais vous dire, pour être tout à fait honnête, moi-même, j'ai parfois été dans le déni, dans la sidération, de dire non, c'est pas possible. Jamais je n'aurais pensé que la question juive reviendrait par la gauche. Voilà. Donc là, c'est Olivier Faure qui vient en appui sur cette question-là, donc le premier secrétaire du PS. Il vient expliquer que oui, il y a maintenant, alors qu'avant c'était plutôt à l'extrême gauche, qu'aujourd'hui il y a effectivement l'antisémitisme de gauche. Et on a toujours, à ce stade-là, il n'y a toujours aucune preuve qu'il ait été molesté et insulté sur la base de sa confession ou de sa culture présumée. Dire qu'il peut y avoir de l'antisémitisme à gauche à titre individuel, comme n'importe quelle forme de racisme, de discrimination et d'oppression, c'est pas une nouvelle. Enfin, je veux dire, on vit dans une société qui est profondément sexiste, qui est profondément homophobe, transphobe, raciste, et donc l'antisémitisme n'est forcément pas épargné, mais comme c'est le cas de l'islamophobie, de l'antiziganisme et de la négrophobie, qu'on a quand même tendance à sous-estimer dans un contexte de fascisation où ce sont malheureusement aussi, où il y a malheureusement aussi un déferlement de ces haines-là. Alors, dire qu'on peut en trouver à toutes les échelles et à tous les stades de la société, c'est exact. En revanche, prêter des accusations de production d'antisémitisme à l'extrême gauche, c'est une accusation qui est extrêmement grave, particulièrement dans une séquence où l'extrême droite est aux portes du pouvoir et surtout en sachant sur quoi on se base, c'est-à-dire pas grand-chose à part le soutien d'une partie de la gauche, donc celle qu'on qualifie de gauche de rupture, qui va grosso modo de la France insoumise à ce qu'on peut appeler l'ultra-gauche autonome, au mouvement de solidarité envers la Palestine. Moi, je pense que c'est entretenir une forme de confusionnisme qui est extrêmement grave et qui nourrit complètement l'agenda réactionnaire qui est porté non seulement par le printemps républicain, mais aussi par l'extrême droite, et après tout ce qu'on peut trouver là-dedans, c'est-à-dire des partis qui sont clairement racistes, qui appliquent des politiques racistes comme LR, ou comme c'est le cas de la Macronie actuellement. La deuxième chose, c'est que si on parle vraiment de production de racisme, je pense qu'il est important de se rappeler de ce qu'a fait le Parti socialiste sous l'ère Hollande. Enfin, je veux dire, l'islamophobie d'État avec des perquisitions tout azimut au lendemain des attentats et clairement une stigmatisation des populations musulmanes qui ont été vraiment la porte ouverte à tout ce qu'on a pu voir par la suite avec Darmanin, etc. C'était sous Valls. Des OQTF et des exilés qui sont expulsés, c'était sous Hollande aussi. Un autre exemple tout bête. Parlons des violences policières. À quel moment le Parti socialiste s'est positionné clairement sur les différents meurtres et assassinats qu'il y a eu, sur les différents meurtres qu'il y a eu par la police. Lorsque, par exemple, Assa Traoré essaie de tendre une perche à François Hollande dans l'émission de Mouloud Achour, il ne l'a jamais tendu. Et il n'y a jamais eu vraiment d'excuses à ce niveau-là par le Parti socialiste, pour lequel, d'ailleurs, je tiens à préciser que le terme lui-même d'islamophobie pose encore problème, visiblement. Est-ce que justement le danger dans ce calcul politicien, on le voit bien de la part du Parti socialiste, ce n'est pas de mettre comme ça les projecteurs sur la gauche
alors qu'il y a un véritable antisémitisme qui peut-être croît, peut-être existe effectivement, mais que le Parti socialiste ne dénonce pas, parce que sous ces airs de réhabilitation, l'extrême droite a encore dans ses rangs les pires antisémites. Bien sûr. Alors, je ne pense pas que le Parti socialiste ne la dénonce pas, mais par contre, elle est quand même pas loin. Ils ne le font pas de manière aussi explicite, de nous expliquer en fait que par exemple les extrêmes se rejoignent ou qu'il y aurait une production antisémite d'extrême gauche qui serait comparable à celle de l'extrême droite. Ce n'est pas forcément dit explicitement par tous les membres du Parti socialiste, donc je tiens quand même à être un peu rigoureux là-dessus avant de l'affirmer. Néanmoins, le schéma qu'ils ont choisi, le schéma politique dans lequel ils s'inscrivent, tend quand même vers ça. Et je pense aussi qu'il faut aussi ne pas oublier que déjà il y a plusieurs choses, c'est qu'en fait quels effets concrets cette ligne politique a eu en matière de lutte contre l'antisémitisme, pour le moment. Moi, j'ai l'impression que l'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, est en train de progresser de manière assez inquiétante. Alors, on parle de l'antisémitisme, mais je pense que si on se rend compte de la xénophobie à l'encontre des exilés que certains appellent migrants ou des musulmans, je veux dire, c'est absolument catastrophique. Pendant qu'on s'attarde sur une affiche qui a été retirée par la France Insoumise, on a une iconographie raciste qui est totalement antisémite, qui ne fait pas la une et qui pour le coup touche aussi bien, quand je dis qu'elle est antisémite, c'est qu'elle reprend un peu tout l'imaginaire en fait, et la dimension conspiratoire d'un ennemi intérieur et de la fabrique d'une figure d'altérité à travers la personne musulmane. Alors par exemple quand on va parler des francs-maçons, quand on va parler du premier parti de la France Insoumise comme un parti musulman et que ce soit dans les torchons de Bolloré ou ceux du Printemps républicain et de manière plus générale au sein des médias mainstream avec toutes les polémiques qui sont matraquées en boucle, que ce soit une pénurie d'œufs, la longueur d'une robe à la sortie des lycées. Je veux dire, on a vraiment de quoi s'inquiéter. Et je pense qu'il y a aussi un vrai problème de vouloir hiérarchiser les racismes, mais également de ne pas identifier les structures qui produisent ces formes de racisme. Alors justement, sur la fabrique de l'antisémitisme, je voudrais montrer deux exemples et t'interroger sur ces questions-là. Parce qu'il y a souvent, tu parles de hiérarchisation, c'est tout à fait juste, il y a la question du deux poids, deux mesures et la fabrique de l'antisémitisme. Et je voulais savoir, on va voir un extrait, alors c'était un garçon que je ne connaissais pas qui s'appelle Bob Asbara, donc ça veut dire qu'il a carrément un titre, c'est un influenceur, qui est proche évidemment de Netanyahou, du pouvoir israélien, et qui va, donc il est d'origine belge, si j'ai bien compris, et il va raconter une belle histoire qui explique une hôtesse de l'air, alors qu'il fait le trajet entre Bruxelles et Tel Aviv, une hôtesse de l'air va s'arrêter devant lui et puis va lui dire « Oh là là, c'est vachement bien ce que vous faites, hein. Continuez comme ça, j'ai appris beaucoup de choses chez vous. » Donc c'est évidemment invérifiable. Eh bien, on va revoir cet extrait, mais écoutez bien ce qu'il va dire à propos de cette hôtesse de l'air. Je vous laisse écouter. Une petite anecdote même comme ça, en arrivant ici à Tel Aviv la semaine passée, j'ai volé de Bruxelles à Tel Aviv avec une compagnie belge. L'hôtesse de l'air, au moment d'arriver à ma hauteur, s'arrête, me regarde, je considère qu'elle n'est pas juive à mon avis, et elle me reconnaît de mes vidéos, elle me dit, en tout cas, j'ai regardé une de vos vidéos hier, j'ai appris des trucs que j'avais jamais entendus en 2 ans, donc continuez, c'est important. Donc il explique qu'il a une espèce de radar. Alors j'ai des amis qui s'amusent à ça, qui disent, notamment des amis gays, qui disent, ouais, j'ai un radar, moi je repère les gays dans les soirées et compagnie, mais ils le disent évidemment avec une autodérision qui force l'admiration. C'est très drôle. Là, c'est beaucoup moins drôle parce qu'il va expliquer qu'on repère, on reconnaît. Alors en l'occurrence, c'est une femme, entre une juive séfarade, une juive askénaze et une juive convertie à travers le monde entier. Comment est-ce qu'on peut repérer est-ce que ça renvoie pas à une époque où on pouvait avoir des dessins, des critères, des centimètres entre les oreilles, la direction du nez et le menton qui expliquent que oui, on peut reconnaître un juif par son physique. Alors, tu as un peu précédé la réponse à ma question, c'est-à-dire que pour moi, il y a une certaine forme de validation du racisme pseudo-biologique quand on fait ça, c'est-à-dire, si vous commencez à valider une personne en disant c'est vrai que toi, tu as une tête de juif, etc., vous validez quelque part toutes les iconographies antisémites qui en ont été faites. Et puis c'est aussi oublier qu'en fait les juives et les juifs, c'est pas un bloc monolithique qui serait uniquement originaire d'Europe de l'Est ou du Maghreb. Il y a des juifs et des juifs qui sont noirs, il y a des juifs et des juives qui sont aujourd'hui issus de couples mixtes. Et d'ailleurs, de manière générale, on a tendance à oublier
et à ne pas vraiment savoir définir ce que c'est qu'une personne juive. C'est-à-dire que souvent, on peut parler par exemple d'une personne de confession juive qu'on va voir que par le biais religieux, ou on va penser par exemple que la transmission se fait uniquement par la mère, justement parce qu'on parle uniquement du fait religieux. Or, être juive ou juif, c'est avant tout une condition sociale qui est notamment liée à la racialisation, mais pas que. On peut se sentir juif et juif en étant athée, on peut ne pas se sentir juif ou juif et subir de l'antisémitisme parce qu'on s'appelle Cohen ou Lévy. Et je pense que ça, c'est important de le dire, parce qu'en fait, on est en train aussi de perdre la diversité des identités juives qui, à mes yeux, font aussi partie de sa richesse quand on fait ça. Alors justement, il y a une deuxième dimension pour compléter celle-ci, c'est de notre cher confrère, patron de presse Denis Oliven, qui va expliquer, là on va voir la capture d'écran, qui a eu un échange sur les réseaux sociaux assez surprenant. Il va dire, ouvrez les guillemets, sioniste, c'est l'aspiration de certains juifs à un foyer national sur la terre de leurs ancêtres. Le mot est important. Il y a des sionistes de gauche ou de droite, alors ça va que tu me dises, pour les sionistes de gauche, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, laïcs ou religieux, pacifistes ou bellicistes, etc., employés comme une insulte, il est un signal quasi indubitable d'antisémitisme. Donc on revient sur le sujet habituel. Dès qu'on dit antisioniste, c'est antisémitisme, c'est le fameux extincteur ou le contre-Uno du débat public. Quelqu'un lui répond, la Palestine, donc l'Arminier lui répond, la Palestine n'est pas la terre de leurs ancêtres, en parlant des sionistes. Et lui va répondre ceci, c'est là-dessus que je voulais avoir ton avis. Et j'ouvrais les guillemets. Et la Bible, c'est quoi? Le texte sacré des Wolofs, des Pawnees, des Celtes, fermez les guillemets. Sous-entendu que, comme c'est dénoncé de manière assez régulière, la Bible ou d'autres écritures, enfin là on parle de la Bible, serait une espèce de cadastre ou de repère qui permettent de dire oui, cette terre nous appartient. Comment un patron de presse peut tenir ce propos, à savoir qu'on s'appuie sur la Bible, on s'appuie sur la théologie pour dire que oui, la Palestine appartient aux Juifs, sans valider, une fois de plus, le deux poids, deux mesures et l'idée qu'il y a quelque chose de complètement irréel qui dépasse le droit international concernant ce conflit. Je pense, déjà, ce qui est grave, c'est qu'on va pas. Pour moi, il y a plein de choses qui sont graves derrière. Il y a rien qui va. La première, c'est qu'on va pas s'amuser à faire des tests génétiques pour savoir qui serait issu d'une région dans la Mésopotamie ou de la Palestine. On sait très bien que par définition, ça ne marche pas très bien si on parle de lutte antiracisme ou de légitimité. Puis c'est nier les déplacements de population. Et encore une fois, les déplacements de population au cours de l'histoire, c'est aussi nier en fait une fois de plus la diversité des judéités et des peuples qui à un moment, pratiquaient le judaïsme et se sont revendiqués comme juifs ou juifs. Moi, je ne suis pas sûr que si je recherche avec des ancêtres très lointains, j'en ai qui soient originaires d'Israël. Et à la limite, on s'en fout de ça. Parce que moi, j'ai déjà entendu aussi des trucs inverses, c'est-à-dire dans le sens où, où on pourrait peut-être trouver des origines juives et même probables à certains Palestiniens. Mais qu'est-ce que ça veut dire des origines juives? Enfin, moi, je pense qu'il y a une forme vraiment de démence là-dessus. Et puis même de négation, encore une fois, de l'histoire. C'est-à-dire que le projet sioniste, certes, s'est fait sur Israël pour des raisons qui sont liées à la religion, qui sont liées à la religion, et parce qu'il y avait déjà des colonies sur place, mais aussi une population juive palestinienne dont on ne parle absolument pas, qui était antérieure à l'arrivée des colons. Mais des projets de foyer national juif, il y en a eu ailleurs. Il y a eu le projet à un moment de vouloir mettre des juifs en Argentine, il y a eu le projet de mettre des juifs à Madagascar, et comme tu dis, en fait, utiliser la Bible comme une sorte de l'utiliser comme un cadastre, c'est aussi oublier que dans l'histoire juive vous avez tout un tas de courants politiques ou idéologiques de juifs et juives en fait qui ne voulaient pas partir de là où ils habitaient. Même si ça s'est amoindri pour des raisons logiques après la Seconde Guerre mondiale et l'extermination massive des juifs et des juifs. Et des exils parfois forcés par le nationalisme arabe, comme ça a été le cas en Égypte. Le cas juste de Denis Oliven pose aussi la responsabilité médiatique dans ce genre de discours éculé et qu'on entend de plus en plus depuis le 7 octobre. On a, nous, en tant que journalistes, une grave responsabilité que beaucoup ne prennent pas en compte. Oui, alors là, dans ce cas, en plus, on est en train de valider le sionisme messianique, qui tend quand même généralement plutôt vers l'extrême droite sous ses formes les plus abruptes, quand on voit qu'il les représente aujourd'hui à la Knesset. La part de responsabilité, je pense qu'il ne faut pas non plus nier une part de responsabilité d'une partie de la gauche derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, maintenant, on commence à avoir enfin des appels à la paix, y compris une gauche qui ne s'est pas positionnée à mes yeux du bon côté dès le début,
qui commencent quand même à reconnaître que ce que fait Netanyahou est horrible, qui sont des gens qui n'ont jamais vraiment soutenu Netanyahou, hein, ça il faut quand même le préciser, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de remise en cause des institutions israéliennes pour ce qu'elles sont fondamentalement, à savoir des institutions racistes. On va revenir sur le Parti socialiste encore une fois. Lorsqu'il y a quelques jours, il crée un cercle d'amis d'Israël en plein génocide. En vantant toute cette espèce de narratif qui est complètement faux, où maintenant la plupart des gens qui se renseignent un minimum sur le sujet le savent. Vous savez... Pardon, il faut juste expliquer pour nos amis. On est en période de pré-congrès. Il y a des textes qui sortent de manière assez régulière, assez récurrente, qui sont évidemment visés avant d'être mis en ligne. Et là, un texte est sorti donc qui appelle à créer une espèce de cercle d'amitié entre la France et Israël, avec des conditions très strictes de soutien quasi inconditionnel, de refus de certains termes, et ça va être mis en ligne sans coup férir, et ça va provoquer un tollé qui va faire que d'ailleurs à la fin, ça a été retiré en grande partie, puisqu'il y a encore une partie de texte, mais ça a été retiré en grande partie de ces fameuses propositions du Congrès, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Alors, ça a été retiré. Hein. Dedans, vous pouvez retrouver tout le narratif, révisionniste habituel, à savoir la seule démocratie du Moyen-Orient, sans préciser le fait que les citoyennes et les citoyens n'ont pas les mêmes droits sur place, une négation du coup des discriminations au sein même de l'État israélien, notamment pour les Palestiniens de l'intérieur, et également en fait une critique à l'encontre du PS qui serait devenu trop critique. Envers l'État israélien. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, on a tendance souvent à vouloir catégoriser Netanyahou comme étant le mal absolu, en oubliant les fondements même de ce qu'est l'État d'Israël. Alors attention, quand je parle des fondements même de l'État d'Israël, moi je peux vous parler de plein d'autres États qui se sont fondés sur des valeurs profondément racistes, impérialistes et colonialistes, à commencer par le nôtre, celui où nous vivons. Je pense que c'est important de le dire. Le sionisme est une idéologie qui est nationaliste, qui est colonialiste et qui en fait reprend sur de nombreux traits, d'ailleurs reprend quasiment trait pour trait, des concepts qui émanent de la modernité capitaliste européenne et de la suprématie blanche. Je pense que c'est important de le préciser. Mais on a tendance à oublier qu'en fait, les premières personnes à avoir bestialisé les Palestiniens, à les avoir catégorisés comme des sous-êtres humains, en niant totalement les exils forcés, etc., c'était des gens du centre-gauche, du Parti travailliste comme Golda Meir. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple les discours d'une personne comme Yair Golan, qui est le leader travailliste, il est en opposition à Netanyahou. Certes, ils n'ont pas tout à fait la même ligne politique, mais son premier réflexe a été de le défendre face au mandat d'arrêt international que demande l'ONU à la CPI. Alors, on va juste revenir sur, parce qu'on est toujours dans un spectre de critique média, on va revenir à ce qui nous intéressait au départ, c'est-à-dire ce qui nous a lancé, l'affaire Gage. On va écouter Marine Tondelier, puisqu'elle a aussitôt réagi, et ça revient exactement, Jonathan, à ce que tu disais au départ, à savoir qu'il n'est pas venu pour rien, comme il a pu le faire ailleurs, notamment, je crois que c'était le 8 mars, hein, c'est ça. Il a peut-être mis en scène quelque chose qui ressemblerait à une espèce de provocation, appelons un chat, ce qui a d'ailleurs coûté très cher à Marine Tondelier. On l'écoute. L'éviction contrainte de Jérôme Gage, comment expliquez-vous qu'il soit spécifiquement pris pour cible ? Et pour être tout à fait direct, est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme d'extrême gauche ? Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que je suis embêtée. Je suis embêtée parce que personne ne doit être évincé des manifestations, mais je vois aussi comment Jérôme Gage donne rendez-vous, vient avec 20 journalistes. Je pense qu'en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention tout le temps. Et vraiment, ce moment, c'est le moment des travailleurs, le 1er mai. Donc Jérôme Gage, il a mon soutien, comme tous les militants du Parti socialiste l'ont, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire du 1er mai à chaque fois la revue de presse des incidents. La réalité, c'est que pour plein de militants en France, pour plein de travailleurs, pour plein de syndicalistes, c'était une belle journée avec des manifestations qui se sont bien passées, dans lesquelles tout le monde doit trouver sa place. Et donc, il y a un message que j'avais croisé et que j'avais repris sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui disait très clairement que tu vas voir, tu vas devoir t'excuser, Marine, parce que tu vas te faire bâcher pour ce que tu viens de dire. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, elle a expliqué que, oui, il a organisé quelque chose qui ressemble à une mise en scène, peut-être
comme on l'a dit, on vient d'en parler, de la préparation du congrès du Parti socialiste et qu'il a besoin peut-être de se mettre en scène, littéralement. Est-ce que tu penses que ça peut être un élément, cette question de judéité qui nous intéresse aujourd'hui, cette question de judéité et de... Alors, je vais employer le terme avec des guillemets parce qu'elle existe, il y a des victimes de l'antisémitisme, des victimes réelles. Est-ce que cette volonté de victimisation peut à ce point-là, de manière aussi indécente, peser dans le débat politique public ? Actuellement, oui. Bon, déjà, c'est quand même assez surprenant que de voir Marine Tondelier tenter de faire le travail que devraient faire les journalistes dans cette séquence. Oui. Bon, après, être revenu dessus pour des raisons que tu as évoquées. Moi, je pense que déjà, il y a une surmédiatisation des judéités dès lors qu'elles peuvent être instrumentalisées. Mmh. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Lorsque vous avez des cadres de l'UNI qui font des saluts antisémites, il y en a partout, ce n'est pas médiatisé. Qu'à gauche, on ait l'envie d'être un petit peu moins indulgent et plus exigeant vis-à-vis... voire exemplaire. Oui, voire exemplaire, c'est une chose. Mais ce n'est pas le cas des médias mainstream qui choisissent d'en parler tout le temps. Une autre chose qui m'énerve, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, les personnes juives ne sont pas percutées, traversées par d'autres sujets de société autres que la question de l'antisémitisme et de devoir juger du coup ce qui serait antisémite ou pas. Déjà, on n'est pas les seuls à subir déjà parce qu'on n'est pas les seuls à subir du racisme. Ensuite, parce qu'il y a d'autres questions qui nous traversent aussi. La question de la précarisation, des questions sociales, etc. Mais actuellement, je suis désolé, mais j'ai l'impression que les Juifs et les Juives n'existent dans le débat public que sur ce sujet-là. Que sa judéité puisse être un élément d'instrumentalisation, là, visiblement, c'est le cas. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut nier, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, j'aurais bien aimé voir, par exemple, comment François Hollande aurait été reçu dans une manifestation antiraciste ou dans une manifestation de soutien du 1er mai, ou même de soutien avec la Palestine. Mais ça, de toute façon, la question ne se pose pas, puisqu'ils ne s'y rendent pas. Oui, bien sûr, globalement. Bien sûr. Oui, et puis moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de dangereux derrière. En fait, c'est toujours cette idée de vouloir faire des Juifs et des Juifs un bloc monolithique qui, dans le cadre du débat à gauche, en plus malheureusement devrait se positionner en fait dans une bataille entre ceux qui ont renoncé à la rupture, d'abord sur la question du capitalisme et du libéralisme, mais aussi d'un point de vue des luttes antiracistes, et celles et ceux qui décident de porter ce combat, donc du coup qui s'opposent à l'islamophobie et au mouvement de solidarité envers la Palestine. Et si je dois dire juste une chose, en fait, c'est qu'il y en a un des deux qui fait avancer sur l'antiracisme et l'autre non. En fait, à gauche de rupture, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, et même, je pense, vraiment certains biais qui peuvent la traverser, il y a réellement une volonté de vouloir lutter contre le racisme, que ce soit au sein de la France insoumise ou de l'extrême gauche de manière générale, qui n'existe pas de la même manière au sein de la gauche libérale. C'est ce que je disais sur les remises en question aussi dans le camp libéral, mais même plus à droite de l'échiquier, la droite dite républicaine, la question ne s'y pose jamais, parce que effectivement, ce camp ne s'intéresse pas à ces questions d'antiracisme et d'antisémitisme, que pour dénoncer, en fait. Il y a quelques jours, Manuel Bompard a posé pour moi une question qui est tout à fait légitime. Qu'avez-vous fait pour faire reculer la lutte contre l'antisémitisme, et de manière générale, qu'avez-vous fait pour lutter contre le racisme ces dernières années? Et ça, je pense que c'est une critique qu'on peut formuler au sein de tous les gouvernements dans l'histoire de la Ve République, les uns après les autres. Alors justement, je vais conclure par une très bonne nouvelle. Elle est signée toujours Papounet, Pascal Praud, qui va expliquer, tranquillou bilou, qu'en fait, on a beaucoup fait sur le racisme on a peu fait sur le racisme anti-blanc, on a beaucoup conspué, les médias sous-entendus, ont beaucoup conspué la lutte contre le racisme anti-blanc, ce qui n'existe pas. Enfin, je ne connais pas de médias qui aient parlé de manière négative du racisme anti-blanc, de la lutte contre le racisme anti-blanc. Et bien, à contrario, LFI, alors que je vous promets qu'au cours des 10 derniers jours, depuis le 1er mai, on ne parle que de ça, que de LFI antisémite autour de Gage. Eh bien, lui va trouver que, alors que c'est le principal acteur de ce courant de condamnation d'LFI par rapport à ces questions d'antisémitisme, lui va dire que, bizarrement, façon complotiste, les médias n'ont pas condamné LFI sur cette question. Je vous laisse écouter, c'est extraordinaire. Lorsque, je crois que c'était Reconquête, et c'est ce que disait Sarah Knafo ce matin, a demandé un rassemblement, c'était place d'Enfer Rochereau. En hommage, Lola, c'était à Lola. Oui. Bon, il n'y avait pas grand monde sur cette place, mais c'est pas ça l'essentiel.
Qu'a répondu l'espace médiatique? Il n'a fait que fustiger cette initiative. Il a honni cette initiative. Il a parlé de récupération, d'instrumentalisation, etc. C'est ça que je veux dire. Le phénomène le plus important, c'est pas LFI, c'est l'espace médiatique qui ne condamne pas LFI. C'est ça l'essentiel. En plus, dans des médias entre guillemets modérés de type Parisien, RTL, TF1, etc. C'est ça qui me paraît le plus sidérant. Merci beaucoup, Jonathan Rufzan du collectif, donc je le disais, Juifs décolonial Tzedek. Tzedek, qui a une actualité proche que tu voudrais partager avec nous peut-être? Oui, alors qu'on partage d'ailleurs aussi avec d'autres, et encore merci pour votre invitation. On va se retrouver du coup le 10 mai au village antifasciste à Panthéon pour faire une contre-manifestation face au plus gros rassemblement de néo-nazis de France. Là, c'est un appel qui est collectif. Vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux. C'est un village antifasciste dans lequel vous allez retrouver vraiment l'ensemble, pour le coup, de la gauche de rupture qui va se mobiliser contre le défilé du CNFM, qui est la plus grosse mobilisation de néo-nazis, n'ayant pas peur des mots, annuelle. Le lendemain, on se retrouvera pour marcher contre l'islamophobie. C'est une manifestation qui est extrêmement importante dans ce contexte-là. Donc, je vous invite à vous y retrouver, à y aller. Donc, le dimanche 11 Le dimanche 11, du 2 au 7 juin, avec d'autres organisations, notamment l'Action antifasciste Paris Banlieue, Young Struggle, le Club 1871, l'UMOJA, qui est une organisation panafricaine. On organise un festival anti-impérialiste du 2 au 7 juin, avec des concerts, des expos, des conférences et plein de choses. Et enfin, dans le cadre d'une nouvelle coordination portée notamment par les Soulèvements de la Terre, Urgence Palestine, Tzedek, des groupes Antifa, féministes et de collectifs de sans-papiers, on vous donne rendez-vous du 20 au 22 juin pour lutter contre la tenue du salon du Bourget. Toutes les informations arriveront très prochainement. Salon d'armement. Hein. Salon de l'armement du Bourget, où des fabricants israéliens seront a priori présents. Absolument. Voilà. Merci Jonathan. Merci. On passe au coup de cœur, Momo. Alors, mon coup de cœur cette semaine va aller à Franck Frégosi. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé littérature. Là, on est sur quelque chose d'assez particulier. Ça s'appelle « Gouverner l'islam en France ». Donc, Franck Frégosi, c'est au Seuil. Et c'est un livre, alors malheureusement, j'ai envie de dire, d'actualité, puisqu'il va poser la question de la gouvernance et des rapports entre la République et l'islam. Sauf que là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui va venir donner son point de vue personnel, son avis. Il va vraiment argumenter. Je rappelle que Franck Frégosi est directeur de recherche au CNRS. Il s'occupe des questions de religion et de laïcité notamment. Il est spécialiste des questions d'organisation de l'islam en France et il va porter un regard chapitre par chapitre. Il va tout disséquer pour expliquer à travers notamment les questions liées au CFCM et à toutes les gouvernances et tout ce qui a pu être dit notamment de manière assez forte au moment du quinquennat Sarkozy. Quelle solution finalement pour rendre à la fois cohérente, indépendante, mais en même temps qui puisse avoir une vraie représentativité, parce que c'est quand même un peu la question. À chaque fois, je ne vais pas vous reparler de Chalgoumi, mais je veux dire quelque chose qui soit vraiment représentatif, qui soit démocratique et qui explique vraiment, qui soit d'une transparence, qui permette de comprendre le fonctionnement et qui permette de vivre de manière assez sereine, notamment, évidemment, in fine, aux musulmans de France. C'est Franck Frégosi, Gouverner l'islam en France, et c'est aux éditions du Seuil. Et pour terminer, quelques remerciements. Alors, cette semaine, mes remerciements, ils vont être courts, puisqu'en fait, on avait écusé la semaine dernière un certain nombre de remerciements. Et je te remercie, Fabrice. Donc là, ça va aller à Thibaut, Maël, Yaël et Célestin de Saint-Benoît-sur-Loire, qui sont des fidèles et qui, c'est une famille, une famille nombreuse quasiment. Il y a également Momo de Marseille, Charlotte de Bordeaux. Et puis, je voudrais saluer des confrères et consoeurs. Alors, on va peut-être voir une capture d'écran de Sans Transition, qui est, alors c'est un hommage au Guignol de l'info, le fameux Sans Transition. Donc, un site d'information qui traite des questions notamment sociétales. Alors, c'est politique, c'est à gauche, et ça traite des questions de discrimination, de tout ce qui touche à toutes les discriminations et tout ce qui touche aux violences policières. C'est vraiment très bien. Je les ai découverts il y a quelques jours. Ils nous suivent de manière assez régulière, donc je les salue de manière confraternelle. Xavier S, qui est au Québec, il nous regarde depuis le Québec.
Et pour finir, il y a Laurent de Montreuil qu'on a croisé juste avec Jonathan en arrivant au studio. Donc salut Laurent. Et également pour finir, Blanche G, une humoriste et comédienne que j'aime beaucoup. Je la salue et je salue également Rita, sa petite chienne. Je les embrasse affectueusement et je les invite l'une et l'autre, Rita et Blanche, à prendre soin l'une de l'autre et je leur dis à très bientôt. Merci Mourad et merci à Blanche G. Merci à vous de nous avoir regardé et d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.